Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Et donc toi, tu as repris la direction de Paris d'Alsa. Oui, c'est ça, exactement. Depuis maintenant plus d'un an. J'ai changé de petit oiseau, il y avait les métalliques, et maintenant mais bon, comme certains amis disent, j'ai joué au Sporting, c'est les ailes, puis à l'Olivier, c'est les loups, donc c'est le terminé à Paris des ailes. Qui a changé. Manager de l'année 2019, le leadership, ça te parle, n'est-ce pas? Je pense que ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai reçu le prix de manager de l'année du Premier ministre, à l'époque il y en avait encore un, et donc j'ai eu vraiment, d'abord j'étais dans une société, un aéroport qui n'était pas spécialement avec des résultats financiers extraordinaires, je quittais l'entreprise, donc j'ai vraiment pris en disant c'est une reconnaissance d'un type de management que j'ai toujours essayé de construire, que j'ai construit progressivement au fur et à mesure de mes expériences. Et voilà, management axé sur l'humain, donc c'est quelque chose qui évidemment me parle beaucoup. Le leadership, je pense que quand on dit un leader doit certainement être le plus intelligent de son groupe, heureusement d'ailleurs, autrement je crois que je l'aurais jamais été. Et c'est avant tout pour moi un chef d'orchestre. Et qu'est-ce qu'on entend par un chef d'orchestre quand quelqu'un gère une entreprise? La première chose, c'est de ne pas avoir peur d'avoir autour de soi des gens. Oui, tiens, je tiens à signaler que c'est extraordinaire. C'est la première fois que j'ai un OCT qui vient assister à une conférence. Ah, ça c'est dommage. Voilà. Et surtout, vous êtes à l'aise, hein, pas de problème. Et donc, c'est de construire autour de soi, dans différentes compétences, des gens qui sont plus forts que vous. Il y a des gens qui ont souvent tendance à prendre des gens plus faibles autour d'eux, mais finalement on n'avance plus. C'était intéressant d'avoir un chef d'orchestre, je ne pense pas qu'il est le premier violoniste, qu'il est le meilleur bassiste, mais il doit faire tourner l'équipe. Ça c'est la première chose. La deuxième, pour moi, quelqu'un qui veut être leader, c'est aussi de pouvoir s'entourer d'experts autour de soi. On n'a pas toujours tout dans son entreprise. Vous savez, quand j'étais à l'aéroport, j'ai été voir des patrons de compagnies aériennes, par exemple Emirates, le gars quand il m'a vu, c'est grâce à un network que j'ai pu le rencontrer, il s'est dit mais j'ai aucun intérêt, c'est vrai je ne vois pas un A380 arriver à Charleroi, d'ailleurs j'ai pas la place, mais c'était intéressant de parler avec lui comme avec des journalistes qui étaient spécialisés dans le monde de l'aviation. Pourquoi? Parce que je crois que la troisième version qui est fondamentale pour tout responsable, c'est de se dire mais mon activité dans 2, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Vous savez, il y a des études à Harvard aux États-Unis, une université bien connue, qui montrent clairement qu'en 2030, 60% des métiers n'existent pas aujourd'hui. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on ne prend pas soin d'adapter bien sûr ses infrastructures, mais surtout de préparer son personnel au changement, à ce moment-là on se plante. Mais l'entreprise va régresser. On pourrait citer des exemples comme, vous vous souvenez, Kodak. Ils n'ont pas cru qu'un jour, avec ça, on ferait plus de photos qu'avec un appareil. Ils ne sont plus là. Nokia, et je peux en citer plein. Hein. Et je pense que c'est ça qui est important et qui, quelque part, rassure aussi vos équipes et fait qu'un manager, un leadership, un leader est quelqu'un qui doit être inspirant, qui doit montrer l'exemple. Je pense que voilà, on doit montrer l'exemple par rapport à ses valeurs, par rapport à son travail. Et ça, c'est un peu toutes les règles que j'essaie, en tout cas, de me fixer et de suivre le mieux possible. Alors, Grandir et faire grandir, ton livre a été écrit en collaboration avec Didier, c'est la plume de Didier qui est derrière. Alors, tu m'as confié qu'en fait, toi, au départ, tu ne voulais pas écrire ce livre. Didier, c'est ton idée, le livre. Comment as-tu réussi à convaincre Jean-Jacques de finalement le concrétiser? Ce qui m'a vraiment séduit dans le personnage, c'est son côté atypique. En fait, je l'ai rencontré en 2007, on sortait de l'affaire de la Carolo à Charleroi, donc j'imagine que ça évoque quelque chose à tous ceux qui sont dans la salle. Et donc, c'était le seul manager de la société de logement qui était épinglé pour sa bonne gestion. Donc déjà, ça m'a surpris. Je me suis un peu renseigné sur son parcours, j'ai découvert qu'il avait, dans sa jeunesse, combiné le foot à des études d'ingénieur civil, et puis qu'il avait quitté Solvay, où il était directeur européen, pour rejoindre le Sporting de Charleroi comme manager. Donc, c'est une fois de plus un choix un peu risqué. Et puis, bon,
Jean-Jacques, c'est un peu comme Papa à Liège, hein. Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît. Mais la ressemblance, elle est là. Et donc, c'est quand la 124e personne m'a dit, c'est mon meilleur ami, que je me suis dit, ce gars-là, je vais faire quelque chose là-dessus, parce qu'il a une sorte de rayonnement, de shining, comme on dit, qui fait qu'il arrive à installer une relation avec ses interlocuteurs un peu particulière, ils se sentent vraiment valorisés, écoutés, compris. Et voilà, donc c'est, je sais pas, j'imagine que parmi vous dans la salle, il y en a beaucoup qui le connaissent et qui peuvent le confirmer, il apporte vraiment quelque chose de particulier. Et donc c'est vraiment ça qui est à l'origine du projet de bouquin. Donc je l'ai convaincu, lui ne voyait pas tellement l'intérêt de faire un livre sur lui, mais finalement, même si c'est pas un gourou, même si enfin, ceux qui auront peut-être l'occasion de lire le bouquin ou qui l'ont déjà fait, se rendront compte que c'est pas, il ne faut pas avoir fait HEC pour comprendre finalement les recettes qu'il propose. Et donc, c'est du bon sens, mais mis au service du management, du recrutement, de la mobilisation, de l'engagement. Et tout ça, ça peut faire de l'argent au bout du compte, c'est moins d'absentéisme, c'est plus de mobilisation au travail. C'est aussi plus de créativité, hein, à peu près 31% de cerveau disponible pour les gens qui sont heureux au travail, et tout ça, ça compte. Et voilà, c'est un peu l'histoire du bouquin. Alors justement, le bouquin Grandir et faire grandir. Jean-Jacques, expliquez un petit peu la signification derrière ce titre. Tout d'abord, en effet, quand Didier m'a dit c'est bien d'écrire un bouquin, je dis attends, bibliographie, je vois pas l'intérêt, et surtout qui suis-je pour donner des leçons de management. Et puis bon, comme c'est un gars, il m'a harcelé. Genre, pas déposé plainte, mais il m'a harcelé. Et il m'a tendu quelques pièges et tout, puis je suis tombé dedans. Et puis surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que il a dit, mais écoute, ok, on va... De toute façon, il dit, l'écrivain, c'est lui le nègre. Je peux vous dire que c'est pas vrai. Moi, je me suis trouvé le nègre. Et une fois une conférence, je commence à dire, je suis le nègre, et puis je vois dans la salle, un blague. Je dis, non, rien. Je dis, surtout, en plus, il dit, vous inquiétez pas, je travaille avec vous. Okay, c'était un des soigneurs de Périnesa. Mais bon, voilà. Et donc, oui, on a collaboré là-dessus. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a dit, bah, écoute, t'inquiète, je vais faire des interviews de plusieurs personnes qui t'ont côtoyé, aussi bien la famille que d'autres. Et je vous assure que je n'ai relu que la partie qui me concernait, et c'est quand le bouquin est sorti que j'ai lu justement ces interviews, et je trouvais que c'était sympa. Donc grandir et faire grandir, pour répondre à ta question, c'est tout simplement que moi j'ai pu grandir grâce aux autres. Mais vraiment, j'ai eu une chance incroyable. J'ai eu des expériences évidemment difficiles. Ce bouquin l'explique. Il y a des gens qui sont témoins dans la salle, qui ont vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Je ne veux pas parler d'échecs. J'en ai marre qu'on parle d'échecs. On est trop dans une culture d'échecs. Et quelqu'un qui malheureusement a des problèmes à un moment dans sa vie, que ce soit avec sa société ou quoi que ce soit, on a trop tendance à le pointer du doigt et dire que c'est un incapable. Les anglo-saxons ne sont pas comme ça. Vous savez, les anglo-saxons, quand vous ratez votre entreprise, si vous avez fait le maximum, on peut rater un projet, on peut rater une société, tout simplement parce que la conjoncture est défavorable, pour des tas de raisons. Bon, évidemment, il y a toujours un pourcentage de gens qui trichent, et bien ça, tant pis pour eux. Mais je veux dire que voilà. Et donc, dans le grandir, c'est que j'ai eu la chance de côtoyer plein de gens, dans les moments, je dirais, positifs et dans les moments où j'étais vraiment pas bien, qui m'ont aidé vraiment à grandir et à être ce que je suis. Et en fait, si je suis manager de l'année, c'est grâce à toutes ces personnes. J'ai toujours été un fainéant, c'est-à-dire qu'à l'UNIF, j'allais voir les copains, qui me donnaient des tuyaux et ainsi de suite. Et donc, je suis quelqu'un qui étudie moins, mais qui parle beaucoup avec les gens. C'est peut-être pour ça. Et alors, faire grandir, je crois que ce qui est merveilleux, mais je le dis vraiment avec beaucoup de modestie, c'est d'arriver à amener aussi bien soit ses enfants, j'en ai un certain nombre, certaines salles, et puis ses collègues à aller plus loin. Se dire, cette personne, elle a du potentiel, eh bien, elle peut aller beaucoup plus loin. En anglais, ça se dit empowerment, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un, tu dis, voilà, il a le potentiel de faire une autre fonction, et donc tu l'aides à grandir. Vous savez, à l'aéroport, on a des gens, ils vendaient des tickets pour Ryanair, il y en a une, elle est devenue ma responsable commerciale pour aller voir les compagnies. Donc, voilà, et ça, c'est vraiment toujours un plaisir réciproque de pouvoir faire grandir les gens
avec, évidemment, si vous voulez, je vais avoir 60 ans, donc j'ai un peu plus d'expérience, et donc j'essaie de faire profiter aux autres toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire pour aller plus vite, pour réussir. Voilà. Ok, merci. Allons plus loin alors dans grandir et faire grandir. Faire grandir, tu as inventé le concept de management que tu as appelé le ROC, le Return on Consideration. Tu peux nous expliquer? Oui, voilà, donc c'est vrai que j'aime bien lancer le ROC, mais au-delà de ça, si j'ai inventé quelque chose, c'est le ROC. Alors, qu'est-ce que c'est le ROC? Alors, juste vous dire que j'ai été bercé, parce que ma carrière est un peu originale, et je vais peut-être vous la retracer très rapidement avec quelques anecdotes qui vous expliqueront comment finalement on devient avec cet esprit d'équipe. La première chose qui m'est arrivée, c'est que quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui était directeur chez moi, donc on est dans les années 60, excusez-moi, ça fait un peu vintage, je comprends. Et j'avais un grand-père qui avait un chauffeur extraordinaire dans les années 60, mais l'autre il était délégué syndical. Et donc, vous voyez les réunions de famille, 3 fois par an. Il y a eu des blessés dans l'équipe de foot, et je me suis retrouvé en équipe première de la Sporting de Charleroi, division 1. Donc, souvenir extraordinaire. Je suis resté le plus jeune joueur à une finale de Coupe de Belgique, j'en suis fier. Et donc, ça, c'est la première chose qui m'a vraiment frappé et m'a conduit dans mon parcours professionnel, c'est cet esprit d'équipe. Pour réussir en équipe, ça, c'est fondamental.